France Inter, franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui 18 juillet 64, Néron et l'incendie de Rome. Rome existe-t-elle encore, Tigellin? Rome est un océan de flammes, elle flambe, elle brûle de fond en comble. As-tu entendu? C'est cela mon épopée. Changer la face du monde, démolir et créer de nouveau. « 2000 ans d'histoire. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, dans les entrepôts du Grand Cirque de Rome, commençait un des incendies les plus meurtriers de l'histoire. Attisé par des vents violents, il allait détruire en 9 jours les 3/4 de la capitale de l'Empire romain et faire vaciller un des règnes les plus sanglants de l'Antiquité, celui de Néron, dont la débauche et la cruauté avaient dépassé en horreur celle de ses prédécesseurs Tibère, Caligula et Claude. Après avoir violé et empoisonné son demi-frère Britannicus, fait assassiner sa femme Octavie et même sa propre mère Agrippine, Néron fut aussi soupçonné d'avoir lui-même fait incendier Rome pour pouvoir mieux la reconstruire. Cet empereur, qui se prenait pour un artiste, trouva en tout cas dans cette catastrophe l'occasion de chanter devant les flammes qui ravageaient sa capitale. Toute la ville brûle. Sauf le Palatin, naturellement. Et le vieux quartier au-delà du Tibre. Un brasier dévorant dont les flammes jaillissent de milliers de toits. Pétrone, contemple ma création. Tigellin, ma robe de deuil. Terpnos, ma lyre. L'histoire jugera mon ode, Pétrone. Crois-tu que mon ode sera à la mesure des circonstances? Je suis saisi de frayeur à l'idée qu'elle pourrait ne pas être assez belle. N'aie pas peur, tu seras digne du spectacle. Autant que le spectacle sera digne de toi. Oui, tu es encourageant au moins, Pétrone. Mais je n'oublie pas que j'ai pour rivaux ceux qui chantèrent l'incendie mortel de Troie. Je me dois de faire mieux encore, car Rome est plus grande que Troie. Silence aux sphères! Paix, astres scintillants! Ouvrez-vous, voûtes célestes qui m'abritez. J'attendais cet instant où je vois de l'Olympe la lumière dorée qui me peigne, car je fais partie... Max Gallo, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un célèbre péplum, Covadis, où l'on voit Néron chanter devant l'incendie de Rome. C'est un des moments sans doute les plus importants d'un règne, auquel vous venez de consacrer la deuxième partie de votre histoire des Romains, Néron, le règne de l'Antéchrist. Alors l'Antéchrist, c'est aussi le nom, je crois, que lui a donné beaucoup plus tard, au XIXe siècle, Ernest Renan, à cet empereur qui était tellement brutal, tellement extravagant, qu'on dit qu'il avait lui-même fait brûler sa capitale. Oui, il n'y a pas de certitude. Et d'ailleurs, dans mon livre, je ne l'accuse pas d'avoir mis le feu à Rome, parce que cet incendie intervient 10 ans après sa prise de pouvoir, en 54, nous sommes en 64, 4 ans avant son départ, donc sa réputation est déjà établie. Et deuxième élément, il y a eu beaucoup d'incendies à Rome. Il y en aura après, sous Titus par exemple, il y en a eu avant, allumés parfois par des propriétaires de grands immeubles, ces insulés qui faisaient 5 étages. La ville, il faut le savoir, était bâtie en une sorte de ciment romain en chaux avec une armature de bois. Donc elle brûlait régulièrement, des quartiers brûlaient régulièrement. Ce qui est exceptionnel ici, et vous l'avez souligné à juste titre, c'est la durée de l'incendie avec des reprises de feu qui durent pendant plus d'une semaine, 9 jours, et c'est évidemment le nombre de victimes. Alors est-ce que Néron est le responsable? A-t-il vraiment allumé l'incendie? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Avec d'autres historiens, parce qu'il était à la campagne, il est revenu à Rome, À Antium, il s'appelle Anzio aujourd'hui. Oui. Voilà, il est revenu dans la villa où il était né d'ailleurs. Il est revenu dans la nuit quand l'incendie a pris sa grande dimension. Alors, ce qui est possible, c'est qu'il n'ait rien fait pour
l'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de mesures pour arrêter Rome, parce que c'était pour lui, en effet, comme on le dit dans cet extrait de Quo Vadis, le moyen d'avoir d'abord ce spectacle, le Néron, l'empereur qui chante devant Rome qui brûle, et puis surtout l'idée de pouvoir reconstruire une autre ville à partir de celle-ci. Alors, on y reviendra, de même qu'on évoquera aussi le massacre des chrétiens qui a succédé à cet incendie, parce que Néron les a accusés d'en être responsables. Mais si on soupçonne Néron d'avoir incendié sa ville, c'est qu'il était quand même coupable d'un certain nombre de crimes, que c'était un empereur, vous le rappelez dans votre livre, c'était un empereur qui avait vraiment tous les vices, qui aimait les orgies, qui était criminel aussi. Il avait de qui tenir, hein, vous le rappelez aussi. C'est vrai que dans ce domaine, ses prédécesseurs, Tibère, Caligula et Claude, hein, qui est son père adoptif, avaient fait aussi bien au moins. Il y a aussi un personnage absolument fascinant, c'est Agrippine. C'est sa mère, hein, de qui il tient aussi. Hein. Sa mère, la deuxième épouse de Claude, du père adoptif, sa mère qui a épousé Claude, l'empereur régnant avant 54, précisément parce qu'elle voulait faire adopter son fils, puisque c'est l'adoption qui crée filiation et qui crée possibilité de succéder à l'empereur. Or, et cela interviendra, vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre entrée en matière, or Claude avait déjà un fils qui s'appelait Britannicus, le demi-frère donc de Néron. Donc à partir du moment où il y a eu adoption de Néron, il était clair que la mort de Britannicus était inscrite. Ce que je voudrais dire, c'est que on a raison de faire de Néron un criminel, mais c'est presque une tradition de la vie romaine. Le mode politique de transmission du pouvoir à Rome, c'est l'assassinat de ceux qui vous gênent. Et d'une certaine manière, c'est admis, ça n'est pas ça qui va vous rendre ignoble aux yeux du peuple, même aux yeux de l'entourage. Il est clair que vous êtes empereur, vous accédez vous êtes empereur, vous êtes menacé de mort par vos rivaux, vous êtes prétendant à l'Empire, vous devez tuer l'empereur et ceux qui sont entre vous et l'empereur. Caligula et Claude ont été assassinés. Alors Claude, justement, a été assassiné par sa femme, par la mère de Néron, Agrippine, hein, qui lui fait, parce qu'elle est pressée de voir son fils Néron arriver sur le trône impérial, donc elle lui fait manger un plat de champignons empoisonnés. C'était le grand plat, je décris, parce que c'est raconté, disons que les sources historiques romaines sont d'une richesse et d'une beauté fascinante, essentiellement suétone et tacite, et passe dans le palais impérial la silhouette noire de Locuste, qui est l'empoisonneuse, celle qui va préparer les mixtures, celle dont on sait qu'elle est d'une certaine manière l'incarnation de la mort, la meurtrière, celle qui donne à l'empereur, quel qu'il soit, je dirais, de quoi tuer ses rivaux. Mais Agrippine a en effet l'intention de tuer Claude, son mari, son oncle aussi, il faut le rappeler. Son oncle aussi, tuer Britannicus, le premier fils de Claude, de manière à voir Néron accéder au pouvoir et de régner à travers son fils. Alors c'est ce qui se passe en 54, mort de Claude et arrivée au pouvoir de Néron. C'était le début d'un règne qui allait durer 14 ans. Dieu de Rome, puissant, éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Vénus, déesse de l'amour. Mars, dieu de la guerre. Jupiter, père de tous les dieux. Et Néron, son divin fils. Quand Néron arrive au pouvoir en 54, Max Gallo, personne évidemment ne se doute de ce qu'il en fera, il est très populaire. En tout cas, c'est un garçon qui est beau, ça compte énormément, il a 17 ans, il est beau, c'est un adolescent, ça compte beaucoup parce que ce que nous venons d'entendre n'est pas du tout le récit fantasmé d'un scénariste qui divague. En réalité, le personnage de l'empereur, c'est l'empereur du genre humain. Et n'oublions pas que Néron est l'arrière-petit-fils de l'empereur Auguste, fondateur de la dynastie. Et par là,
il est relié aux grands dieux mythologiques, Mars, Apollon, et en conséquence, c'est un personnage sacré. Et si nous ne réussissons pas à entrer dans la psychologie romaine, dans les valeurs de l'époque, nous ne comprenons pas cette fascination, ce respect, cette adulation, cette adoration pour l'empereur. Et il y a cela. Alors, bien sûr, l'image de Néron n'est pas simplement construite sur cette référence à des dieux. Un empereur, comment règne-t-il ? Il règne d'abord en achetant les prétoriens. C'est comme ça, les prétoriens, c'est-à-dire la garde impériale auquel on double la solde, auquel on donne des primes. Donc d'abord, on achète. On achète les soldats qui peuvent vous défaire une majesté en la tuant, bien entendu. Ensuite, on achète le peuple. Le peuple, la plèbe, qui, dans cet étrange système politique qu'est l'Empire romain, c'est-à-dire la plèbe, vote, elle aussi. Elle peut, à Rome, en s'insurgeant, changer la donne. Donc, il faut l'acheter. Et comment l'acheter ? En distribuant du vin, en distribuant du pain et en faisant des jeux. Et Néron fait tout cela avec beaucoup d'intelligence, donc il est effectivement populaire. Il baisse les impôts, il se montre assez clément au début. On vous dit qu'il a du mal à condamner à mort des opposants. Mais vous avez même un empereur comme Trajan qui dira que dans l'histoire de l'Empire romain, les 5 premières années du règne de Néron ont été les plus grandes années de l'Empire. Alors en réalité, Max Gallo, vous le dites, c'est sa mère qui gouverne. Il y a un personnage très important autour de lui, qui est un grand philosophe de l'Antiquité, le stoïcien Sénèque, qui pourtant ne se faisait guère d'illusions sur le personnage de Néron, et qui tout le temps le flattait. Non, et Sénèque ne se faisait pas d'illusions sur Néron, mais en même temps, il pensait comme Agrippine, il était le professeur, il avait été choisi par Agrippine pour être le pédagogue qui avait participé à des écoles, qui avait été instruit, qui avait été à Rhodes, qui était grec d'origine, donc qui était capable de donner à Néron une culture politique, un vernis politique nécessaire. Et Sénèque, mieux qu'Agrippine, ou plus qu'Agrippine, rêve par l'intermédiaire de ce jeune homme qui est peut-être doué pour les arts, mais qui n'a pas l'air de s'intéresser au pouvoir. Sénèque rêve de gouverner, le rêve de tout intellectuel, de gouverner, d'être le conseiller du prince, de donc gouverner par l'intermédiaire de Néron. Et de toute façon, si on ne flatte pas, on disparaît. Donc, il flatte. Il flatte, et un dernier mot, parce que c'est important pour la figure de l'intellectuel hier et aujourd'hui, en même temps, c'est une des plus grandes fortunes de Rome. Car, bien entendu, le fait d'être dans l'entourage de Néron vous permet d'arrondir votre trésor. Alors, il y aura un autre grand illustre écrivain de l'Antiquité autour de lui, Pétrone, l'auteur du Satyricon, dans lequel Pétrone décrivait tous les vices auxquels s'adonnaient les Romains à l'époque de Néron. À moi les faibles, pour 40 sesterces. Moi, j'en donne 45 sesterces. Pour 60 sesterces. Seigneur, ce jeune homme vaut plus qu'une épouse. Vous verrez comme il tient bien les rôles de femme. Ce jeune garçon m'appartient. Tu vas immédiatement me le rendre. Tu es donc chevalier ou sénateur? Monde blondinet, la maison de Bernaccio est temple d'hospitalité. Je suis puissant ici. Aucune porte ne m'est fermée. Eros me protège et me multiplie les preuves d'amitié. En outre, à force de combinaisons et d'intrigues, je suis devenu le maître de la ville. S'il me prend envie d'un bal, on me l'organise en une demi-heure. Pour commencer, je vais te conduire au jardin des délices. Et c'était un extrait du Satyricon de Fellini, d'après Pétrone, qui décrivait Rome à l'époque de Néron, un cloaque, dites-vous, Max Gallo, et des mœurs, des vices, des plaisirs auxquels l'empereur lui-même, Néron, s'adonnait. Vous dites qu'il allait régulièrement la nuit dans les lupanars choisir des hommes, des femmes, enfin c'était extraordinaire, et ça au vu et au su de tout le monde. Oui, mais d'abord, une première remarque, le Satyricon de Fellini est un chef-d'œuvre. Si vous voulez pénétrer la civilisation romaine autrement que par les classiques ou par les livres d'histoire, regardez, voyez plusieurs fois le Satyricon de Fellini, qui était romain, enfin qui aimait beaucoup Rome. Mais sur le mot de débauche, il faut s'entendre. Nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs. Il faut commencer par se replacer dans les mœurs de l'époque. La pédophilie aujourd'hui, à juste titre, est condamnée, poursuivie.
La pédophilie, c'était, je dirais, la banalité quotidienne dans la société romaine. La violence sexuelle, la dépravation, que nous appelons dépravation, était aussi la réalité. Néron, chaque nuit, ou très souvent, grimé, masqué, circulait, entouré par une garde armée forte, circulait dans les rues de Rome et choisissait des femmes, pas seulement dans des lupanars, mais s'il croisait un couple, par exemple, eh bien, si la femme lui plaisait, on battait le mari, on l'expulsait, on le chassait ou on le tuait, et on prenait la femme. Donc il y a une violence, et c'est ça qui est très fascinant dans Rome. Vous avez à la fois le niveau Sénèque, je dirais, ou le niveau Pétrone, c'est le raffinement de la culture, et nous lisons encore aujourd'hui les pensées de Sénèque, et en même temps, vous avez la barbarie, le grouillement de mœurs qui n'ont pas de limite. Il n'y a pas de morale autre que celle, en tout cas dans l'entourage de l'empereur, autre que celle de la jouissance, du plaisir, du pouvoir poussé jusqu'à son extrémité. Et surtout chez Néron, qui organisait des fêtes somptueuses, qui tournaient en orgie. C'est d'ailleurs au cours de l'une d'entre elles qu'il va justement faire assassiner son demi-frère, après, dit-on, l'avoir violé. C'était Britannicus, assassiné en 55. Plus tard, il va même assassiner sa propre mère, Agrippine, celle qui l'a mené au pouvoir. Pour quelle raison Et tout simplement pour se débarrasser d'une tutelle. Et d'une tutelle, il a envie de régner par lui-même. La présence d'Agrippine qu'il a fait à tous les sens du terme, biologique et politiquement, commence à le gêner. Dont on dit d'ailleurs qu'il y avait des rapports incestueux avec elle. Absolument, il y avait sûrement des rapports incestueux, parce que l'inceste, bien que un tabou, à Rome aussi c'est un tabou, dans la Rome de Néron, il n'empêche que c'était pratiqué entre frères et sœurs, entre fils et mères de manière plus rare, et c'était un événement assez scandaleux. Mais surtout, il craint beaucoup que Agrippine ne lui trouve un successeur. Et donc, il se débarrasse de sa mère à la fois pour liquider son passé, être libre, et pour éviter qu'elle ne monte contre lui une conspiration. Donc, il l'a fait tuer, et c'est extrêmement difficile l'acharnement avec lequel il l'a fait tuer. Alors, il fera de même avec sa femme, plus tard, sa femme, Octavie, pour pouvoir épouser Poppée. Poppée elle-même va être tuée par Néron lui-même. D'un coup de pied alors qu'elle est enceinte. Alors, c'est un véritable tueur en série, et cela sans que personne... Non, tueur en série, peut-être un peu excessif. Bon, en tout cas, il fait tuer beaucoup de gens sans que personne ne critique cet empereur qui se prenait aussi pour un artiste. Ce manque de considération qui a consisté de ma part ces derniers temps à vous priver de ma présence me contraint une fois de plus à vous exposer les tribulations d'un pur artiste. Quand je chante en m'accompagnant, j'ai la vision de choses qui dépassent mon imagination. Le monde est à moi. J'en suis le maître absolu. La musique m'ouvre de nouveaux domaines, me laisse entrevoir de nouvelles formes de félicité. Je distingue l'Olympe. Savez-vous pourquoi j'ai décidé de faire mourir ma femme et même ma mère que j'adorais? Au seuil de l'inconnu, j'ai senti qu'il fallait apporter en offrande le plus grand sacrifice qu'un homme puisse concevoir. Maintenant ai-je songé. Je sais que vont s'ouvrir les portes mystérieuses au-delà desquelles j'apercevrai l'inconnu dont je suis hanté. S'il est sublime, tant mieux. S'il est horrible, tant pis. L'essentiel est qu'il s'écarte des sentiers battus. L'ensemble Sinolia, c'est une musique pour lyre et sitar, jouée sur des instruments fabriqués à l'ancienne et qu'on devait entendre à l'époque de Néron, puisqu'ils ont été fabriqués d'après des fresques de l'époque de l'Antiquité romaine. Max Gallo, on a entendu juste avant Peter Ustinov, toujours dans Quo Vadis, jouant magnifiquement le rôle de Néron, qui se prenait pour un artiste. Il chantait, il jouait de la sitar en public. Oui, il avait choisi pour professeur le plus grand des citharèdes de l'Empire, un grec d'ailleurs, et je crois qu'il avait un don réel, d'après ce qu'on sait, d'après quelques vers cités sur le cou de la colombe, etc. Il avait donc des dons. Mais en réalité, il faut voir que l'empereur peut tout. Il a le droit de vie et de mort. Qu'est-ce qui lui reste à découvrir comme sorte de projet? Il est l'empereur du genre humain. Quoi de plus excitant, de plus en même temps stimulant
que d'apparaître aussi comme un artiste. C'est donc quelqu'un qui veut aller au bout de toutes les possibilités de son être. Non seulement tuer, non seulement régner, non seulement se mettre peut-être dans les pas d'Alexandre, aller jusqu'à Nazi, mais essayer de conquérir les foules. Et à la fin de son règne, après l'incendie de Rome, il fera un très long voyage en Grèce, parce que, dit-il, il n'y a qu'en Grèce qu'on peut comprendre la patrie des artistes, il n'y a qu'en Grèce qu'on peut me comprendre. Et naturellement, il organise une brigade des acclamations, les Augustiani, qui sont dans les travées, et si vous manifestez le désir de quitter le spectacle avant que l'empereur ait fini son tour de chant ou sa mise en scène, vous êtes menacé, vous êtes tué. Il avait sa claque. Il avait une claque qui criait « tu es le plus grand ». C'était des esclaves affranchis. Mais il avait besoin de cette adulation qui pouvait apparaître comme une adulation qui était dictée par ses qualités personnelles les plus intimes, pas seulement par le titre, mais par, en somme, un homme qui s'expose comme n'importe quel artiste. Évidemment, c'était une illusion, il n'était pas n'importe quel artiste. Un peu mégalomane aussi, il avait un grand projet, c'était tout simplement de reconstruire Rome et même de lui donner son nom, Néropolis. Tout à fait, on l'a soupçonné, non seulement ça, c'est un projet, et après l'incendie, il a fait construire en effet la Maison Dorée, un immense palais. Les quartiers qui ont été détruits ont été entièrement reconstruits de manière plus aérée, avec des voies plus larges pour lutter contre les incendies à venir en tout cas. Donc il a vraiment recréé une ville, mais on l'a soupçonné, et c'est un élément de la critique qui commençait à pointer contre lui, on l'a soupçonné de vouloir s'installer, créer Néropolis, pas à Rome, mais peut-être à Nazi. Et ça, c'est un reproche qui a évidemment été exprimé avec violence par les Romains. En tout cas, ces soupçons de Néron responsable de l'incendie de Rome, vous dites qu'en même temps, il est à Antium, il arrive à toute allure, il fait venir, il ouvre ses jardins à tous les rescapés de cet incendie, qui a été d'ailleurs terrible, qui a duré, vous l'avez dit, plusieurs jours. Il fait venir du blé par le port d'Ostie. Mais alors, pour faire taire justement les rumeurs qu'il accuse et apaiser la foule qui veut absolument des coupables, eh bien Néron va trouver des boucs émissaires et déclencher la première grande persécution de l'histoire du christianisme. Néron, mon bien-aimé, offre au peuple ce qu'il veut. Offre-lui un bain de sang, une vengeance. Non point une victime, mais des centaines, des milliers. Des victimes? Quelles victimes? Des gens qui vénèrent un Dieu plus grand que toi, à les en croire. Ils sont les ennemis de la race humaine et les tiens aussi. Qui sont ces gens? Ils se donnent le nom de chrétiens. Des chrétiens? J'en ai entendu parler, il me semble. L'impératrice parle d'or, César. Le peuple hait ces chrétiens. Ce sont les ennemis de Rome et de l'État. Le peuple crie vengeance, Néron. Assouvis sa colère. Le peuple te soupçonne. Dirige ses soupçons contre ces monstres plutôt que contre ta personne. Une tablette, Phaon. Le peuple aura d'ici peu sa vengeance. Dans les présentes, je proclame que l'incendie qui a ravagé notre métropole bien-aimée est l'œuvre d'une secte de fanatiques qui s'intitule chrétiens. J'entends exterminer ces criminels d'une manière proportionnée à l'énormité de leurs crimes. Et justement, le massacre des chrétiens qui va suivre, Max Gallo, sera en effet proportionnel à la gravité de l'incendie de Rome. C'était les premiers martyrs, en tout cas la première grande persécution. Première grande persécution. Les chrétiens n'étaient pas bien acceptés par la population romaine, parce que les chrétiens, autant Rome était capable d'accepter n'importe quelle religion, elle était très œcuménique de ce point de vue-là, à la condition que l'on fasse adoration à l'empereur. Or, les chrétiens s'y refusaient, acceptant le martyre plutôt que de faire des sacrifices en l'honneur de l'empereur qui était une divinité. Donc, le choix des chrétiens comme bouc émissaire est finalement un choix qui correspond à la sensibilité populaire. On a là, en effet, des gens coupables qu'on accuse d'infanticide, de cérémonies cruelles contre les enfants la nuit, etc. Et le châtiment que leur impose, que leur inflige Néron est tout à fait horrible, puisqu'au cours d'une grande fête dans les jardins de Néron, de la maison impériale, on les crucifie. Après, on les enduit de poix et d'huile
et ils vont servir, on allume un feu à chaque croix, et ils vont servir à éclairer les festivités. Donc il y a évidemment une cruauté particulière, et comme vous l'avez dit, c'est une des premières grandes persécutions systématiques dans l'Empire romain. Tout ça après cet incendie de Rome dont les conséquences ont été considérables, y compris pour Néron, parce que à partir de ce moment-là, quand même, son pouvoir est ébranlé. Oui. Les complots se multiplient. Il y a la conjuration de Pison, qui était un gouverneur romain en Espagne, qui n'était pas gouverneur, c'était un autre, mais de Pison, dont est accusé aussi Sénèque qui sera contraint de se suicider. Néron est un peu abandonné par tout le monde. Il y aura ensuite, justement, en 68, Galba, qui lui était justement le gouverneur en Espagne, qui marche sur Rome. Néron est contraint de se suicider, il est abandonné par tout le monde, il meurt en disant « quel artiste meurt en moi ?» et aussitôt c'est le dernier des empereurs julio-claudiens. Vous dites malgré tout que son règne n'a pas un bilan totalement négatif, parce qu'après cette mort de Néron, après la prise du pouvoir par Galba qui va rester très peu de temps, eh bien au fond Néron, on se rend compte qu'il avait assuré la paix dans un empire qu'il avait agrandi jusqu'à l'Arménie. Les armées sur les frontières, sur les limès, que ce soit en effet en Asie, du côté de l'Arménie, ou que ce soit sur le Rhin ou en Angleterre, les armées romaines, pendant la période de Néron, ont remporté des succès et l'Empire a été d'une certaine manière protégé et stabilisé. Mais il y a plus, c'est que les successeurs de Néron vont se succéder à l'espace d'une année, Othon, Galba, Vitellius, c'est-à-dire que le désordre va s'installer à Rome, la cruauté va perdurer, et donc le souvenir, comme toujours, le souvenir de la période de Néron efface la question de l'incendie. D'ailleurs, il n'en est pas coupable, ce sont les chrétiens, et reste la générosité de l'histrion qui chantait, qui s'adressait au peuple, qui flattait le peuple, qui apparemment se présentait devant lui. Il y a comme une sorte de différence entre l'attitude des élites romaines et d'autre part l'attitude du peuple romain, de la plèbe, entretenu évidemment, je ne divinise pas du tout ce peuple, mais en tout cas une différence d'appréciation, et on croira que Néron va revenir. Néron, le règne de l'Antéchrist, c'est le titre du 2e volume de votre suite historique Les Romains, publié chez Fayard. Merci Max Gallo. À lire aussi L'Incendie de Rome, un roman historique de Jean-François Namias, publié chez Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Quo Vadis de Mervyn LeRoy avec Peter Ustinov dans le rôle de Néron, édité en VHS chez Warner, et Le Satyricon de Federico Fellini, édité en DVD chez MGM. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lidwin Caron et Valentin Vaner, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac.